Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, reprenons, puisqu'il le faut. Je vous ai laissé la fois dernière en compagnie de Carlo Ginzburg, l'historien des batailles nocturnes et du sabbat des sorcières, qui, dans Le fil et les traces, déplorait que, je cite, des mots comme vérité ou réalité soient devenus imprononçables pour certains, à moins qu'ils ne soient renfermés entre des guillemets écrits ou mimés. Il le disait avec Stendhal, conscient que ce sont les écrivains qui lancent aux historiennes et aux historiens des défis narratifs, défis implicites, dans le cas de Stendhal, quand ceux de Balzac sont explicites. Mais dans un cas comme dans l'autre, défis à relever pour accéder à l'âpre vérité. Car si Ginzburg disait ceci avec Stendhal, il le disait contre ceux qui relativisent le régime de véridicité des historiens en le ramenant à son inscription littéraire, et notamment Hayden White, cible favorite de Carlo Ginzburg, qui, dans Meta History, livre paru en 1973, aurait péché par légèreté relativiste en ramenant Michelet, Tocqueville, Burckhardt et Ranke à une commune imagination historique. Pourtant, il y a 15 jours, en suivant à l'invitation de Paul Petitier la malice du devenir, qui travaille les renversements narratifs et les inversions symboliques de l'écriture de Michelet dans La Sorcière, nous ne nous sommes pas résolus à célébrer son génie littéraire pour récuser sa portée historienne. Non, tout au contraire, nous cherchions à fonder en raison, dans cet écart même, une histoire en puissance, qui saisirait du même élan l'expérience historique des femmes et des hommes pourchassés pour sorcellerie démoniaque du XVe au XVIIe siècle et la construction de la figure militante de la sorcière féministe comme mythe contemporain. Or, pour en revenir à Hayden White, les historiennes et les historiens de profession se sont déclarés quittes avec lui en le lisant, ou plutôt en feignant de le lire, au filtre de la réfutation cinglante, mais rapide, de Carlo Ginzburg. Et particulièrement en France, où Meta History n'a jamais été traduit. Jusqu'en 2017, où quelques mois avant sa mort, parut aux éditions de la Sorbonne un recueil de ses essais les plus significatifs, recueillis par Philippe Carrard sous le titre « L'histoire s'écrit ». Et parmi eux était un extrait de son dernier livre, « The Poetical Past », publié en 2014, qui m'a arrêté. Hayden White y reprend au philosophe Michael Oakeshott ce concept de passé utilisable, the practical past. Il désigne par cela tous les aspects du passé que nous portons en nous et dont nous nous servons dans la vie quotidienne quand nous avons besoin d'idées, de modèles, de formules et de stratégies pour résoudre des problèmes pratiques que nous rencontrons dans ce que nous concevons comme notre situation présente. Ce passé utilisable s'oppose donc au passé historique en tant que le passé historique est une version corrigée et organisée du passé, certifiée comme authentique, c'est-à-dire adéquat à ce qui s'est passé, mais qui est, en somme, une fiction théorique, puisqu'il n'existe pas, ou il n'existe plus. Avant d'avoir été restitué, il n'existe pas encore. Ce n'est jamais au nom du passé historique qu'on agit, mais au nom d'un passé qui peut être dit pratique, au sens de Kant, ce qui est né de la conscience exclusivement humaine de la nécessité de faire quelque chose. La conscience de la nécessité de faire quelque chose, c'est peu de dire que ces mots, aujourd'hui, résonnent d'un écho tout particulier. En ce sens, le passé utilisable de Hayden White peut être rapproché du champ d'expérience de Reinhard Koselleck. C'est un dépôt de souvenirs, d'archives, d'idées, de rêves, de valeurs, qui sert de ressource de mobilisation et d'émotion. Mais ne croyez pas que l'on se promène dans ce passé comme dans un magasin de curiosités. Et si le ton de Meta History était ironique, celui des textes plus récents de Hayden White
se firent mélancoliques, mais jamais il n'eut, selon moi, cette désinvolture qu'on lui prête. Le texte, d'ailleurs, sur The Practical Past, commence par une réflexion sur le roman historique qu'on pourrait dire postmoderne, celui de Thomas Pynchon, de Lillo ou de Coetzee, à partir d'une belle lecture d'Austerlitz de Sebald. Le narrateur y conduit une quête manquée, ou une enquête contrariée sur son propre passé, qui l'amène à parcourir un circuit monumental où, d'une certaine manière, chaque édifice lui ment, le trompe, se dérobe à sa compréhension. Du passé a été déposé là, oui, mais ce qui se présente comme un héritage est en fait, à chaque fois, un obstacle dans la connaissance du passé. Sebald ne cesse au fond de buter contre des anti-lieux de mémoire, car il découvre au fur et à mesure de ses déconvenues que ceux qui ont fait l'histoire étaient aussi attachés à dissimuler les traces de leurs actions qu'à les célébrer. Le voilà donc au milieu des choses disposées, interrogeant les lieux sur leur capacité à nouer du commun, désorienté en somme par ce que Siegfried Kracauer appelait l'environnement matériel dont nous disposons. Mais dans ce monde qui, aujourd'hui, d'évidence bascule et met, comme le dit Beckett, cap au pire, comment ne pas être désorienté? Et pourquoi devrions-nous croire encore que l'histoire nous soit d'un quelconque secours? Et particulièrement l'histoire des sociétés anciennes. Leur passé est-il encore pour nous d'une quelconque pratique? Pardon, mais au moment où je vous parle, j'en viens vraiment à douter. Tenez, pour ne citer que la dernière catastrophe en date, je veux dire le dernier effondrement moral converti en spectacle télévisé le vendredi 28 février 2025, cette séance d'humiliation que les présidents et vice-présidents américains ont infligée à Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, qui, comme avant le Capitole, est pris par un assaut inouï de vulgarité, de brutalité, d'humiliation. Qu'avons-nous besoin de subtiles analyses sur les fictions politiques, sur le sexe du pouvoir, quand il suffirait d'évidence, d'évoquer l'évidence obstinée du plus frustre, du plus sommaire, du plus brutal des cultes de l'homme fort. Et ne fait-on pas fausse route en se perdant dans les dédales du théologico-politique, quand tout, dans cette scène terrifiante, dit si simplement, mais avec une force inouïe, le pouvoir illimité de l'argent? C'était peut-être aussi simple que cela, finalement, et depuis le début, inutile de chercher midi à 14h, l'argent fou, l'argent roi. Donne au vice un bouclier d'or, et le glaive de la justice viendra s'y braser, et donne au vice un bouclier d'or, et le glaive de la justice viendra s'y briser sans l'entamer. C'est dans Le Roi Lear, acte 4, scène 5. Et c'est un roi qui dit cela, dans sa folie. Mais nous n'avons pas besoin du répertoire shakespearien pour voir ce que nous avons sous les yeux. Nous n'avons pas besoin de tant de culture pour décrire une politique qui fait de la pauvreté de son imaginaire et de sa rhétorique, celle d'un agent immobilier joueur de poker, sa force ultime. Ou alors si, peut-être que nous en avons encore besoin. J'ouvre les guillemets. C'était cela qu'il fallait penser. Désir, valeur et simulacre, triangle qui nous domine et qui nous a constitués depuis des siècles sans doute dans notre histoire. Je cite ici une lettre que Michel Foucault envoyait, admiratif, à Pierre Klossowski à l'hiver 1970, après avoir lu son extraordinaire livre « La monnaie vivante », qui est en somme un traité moral sur le sexe de l'argent. Désir, valeur et simulacre. C'était cela qu'il fallait penser. Comme si, au moment du danger, tout programme de pensée ne se pouvait énoncer que sous la forme d'un regret.
Mais il n'est pas tout à fait trop tard. La semaine prochaine, quand on songera à commencer à prendre congé de ces 2 années de cours sur l'amour et la sexualité, j'y reviendrai peut-être. En attendant, je tiens mes engagements. Que faire, sinon tenir ses engagements? Dans les 2 sens du mot peut-être. Tenir ses positions et tenir ses promesses. Tenir tête. Tenir. Je crois comprendre seulement aujourd'hui, je m'en avise à présent, ce que Machiavel voulait vraiment dire dans Le Prince lorsqu'il ne cesse de dire qu'il faut mantenere lo stato. Ça veut dire se maintenir en l'état et de ce fait, parce qu'on sait se tenir, maintenir l'état. La leçon d'aujourd'hui doit répondre à la précédente, mettant en regard les reines avec les sorcières, pour se demander pourquoi nous avons tellement besoin de nous imaginer dans un passé utile, qu'il y eut des femmes puissantes, quand il s'agit peut-être au contraire de saisir, dans toute sa nudité brutale, que le règne et la gloire obéissent eux aussi à une distribution genrée, car le royaume, irrémédiablement, est mal. Mal royaume, tel est le titre de la séance d'aujourd'hui. Alors reprenons, puisqu'il le faut bien. Reprenons en retombant en enfance. Vous êtes une petite fille de 12 ans et vous avez invité des amis pour votre anniversaire. Mais très vite, les 3 garçons s'enferment dans la chambre pour jouer à un jeu vidéo dont le but est de kidnapper l'épouse d'un paysan, afin de réclamer rançon à son seigneur. Mais qui sont énervants, ces garçons. Les filles, elles, veulent jouer au grand air. Toutes et tous ensemble. Elles s'affligent. Ces imbéciles se croient au Moyen-Âge ou quoi? On ne va pas rester là à les voir jouer à la PlayStation. Alors intervient le grand-père, joué par Michael Lonsdale, avec son phrasé inimitable, sentencieux et désinvolte. Il leur explique que les femmes avaient, au Moyen-Âge, beaucoup plus de pouvoir qu'on ne le pense. Et le voilà qui va chercher un vieux grimoire dans sa bibliothèque, qui est aussi une machine à remonter le temps. Le film passe alors en noir et blanc, et pendant que le conteur narre ces belles histoires dévotes, les enfants, comme dans un petit Lavis illustré, se costument pour jouer les scènes évoque le grand-père. Innocemment, ils refont l'histoire, ils la rejouent, ils tirent un rideau blanc où se projette un Moyen-Âge rêvé. Ou plutôt, non, ce rêve d'enfance qu'est le Moyen-Âge, au sens où nous ne pouvons rêver, prétend Freud, que d'impressions infantiles, et au sens aussi où le Moyen-Âge au cinéma est souvent la surface de projection vierge, poétique, de ce qui se joue entre l'enfance et l'histoire, soit, pour Giorgio Agamben, la permanence d'un paradis d'avant le langage. Or, celui-ci nous rappelle que l'homme est impropre au langage, qu'il n'en est pas propriétaire, et que cette impropriété l'installe dans un écart où l'on ne peut jamais être contemporain de soi-même. Ce teen movie que je vous ai raconté s'appelle « Les filles au Moyen-Âge » et a été réalisé par Hubert Viel en 2015. Entre Miyazaki, Rossellini et les Monty Python, il est romérien, c'est-à-dire qu'il est à la fois charmant, plein d'une fantaisie songeuse et profondément réactionnaire. Avec le recul, car je me souviens que ce film, à l'époque, m'avait amusé, agacé et troublé. Avec le recul, donc, je crois qu'on peut y voir le trait d'époque d'une génération, Hubert Viel avait alors 35 ans, qui larguait les amarres des contraintes morales, qui ne se sentait plus tenue par une culture politique progressiste et qui s'abandonnait aux délices d'une esthétique vintage, au risque, c'est vrai, de rendre sexy la pensée anti-moderne des mécontemporains. Car le livre que le conteur allait chercher dans ses rayons n'était pas un grimoire si vieux que cela. Il reprenait, et le cinéaste d'ailleurs, expliquant son œuvre, s'en revendiquait explicitement, l'essentiel des thèses développées dans un ouvrage grand public, mais qui eut et a encore un fort retentissement,
Ce livre est celui de l'historienne Régine Pernoud, « La femme au temps des cathédrales ». Paru en 1980, 2 ans après Perceval le Gallois d'Éric Rohmer. On remarquera au passage qu'il y a le même écart temporel que celui qui sépare le temps de la narration de l'amour ouf, de son succès actuel comme grand film adolescent. Le livre, donc, La femme au temps des cathédrales, faisait donc retour malgré son inactualité historiographique en 2015. L'œuvre très abondante de Régine Pernoud, elle a écrit une 60aine de livres, dont le fameux « Pour en finir avec le Moyen-Âge » de 1977. Cette œuvre est celle que l'historiographie peine toujours à appréhender. Car c'est une histoire, je dirais, de l'entre-deux, adoptant une voie moyenne entre l'enquête savante, pour laquelle l'historienne, archiviste de formation, avait toute légitimité, et le récit qu'on appelait alors vulgarisateur. Or, celui-ci, parce qu'il avait l'ambition de viser directement les attentes du grand public, trahit plus aisément aujourd'hui ses attendus idéologiques. En l'occurrence, pour Régine Pernoud, un catholicisme conservateur qui s'exprimait bien dans le titre de son ouvrage « La femme au temps des cathédrales ». Mais qui est cette femme ? Ce n'est plus la femme michelettienne, juchée sur la majuscule d'un principe naturel et essentiel et éternel. Ce n'est pas non plus une femme, ce personnage fictionnel qu'on retrouve sur une page parodique très drôle de l'encyclopédie en ligne Wikipédia, dont je vous conseille la lecture, parce que c'est une page qui compile les titres de presse qui célèbrent le fait qu'une femme a escaladé tel sommet, qu'une femme a obtenu telle charge, qu'une femme a gagné telle récompense et qui s'abstient toujours de donner son nom. Un exemple au hasard, une femme candidate à l'archevêché de Lyon pour alerter sur l'invisibilité des femmes dans l'Église. Le Figaro, 25 mai 2020. J'ai été voir, effectivement, dans le chapeau, on précisait une théologienne de 73 ans a décidé de se porter candidate, etc. Mais il fallait attendre le corps de l'article pour la voir nommée, Anne Soupa. Or, Anne Soupa, ce n'est pas n'importe qui, c'est une figure importante du militantisme féministe catholique, à la tête d'une œuvre considérable et cofondatrice en 2008 de la Conférence catholique des baptisés EES, elle aggrave son cas, l'écriture inclusive francophone, dont la devise est « ni partir, ni se taire ». Non, bien au contraire, la femme au Moyen-Âge, ce sont des femmes bien dotées, et notamment de ce pouvoir d'imposer leur nom à la postérité, des femmes d'exception qui deviennent, sous la plume de Régine Pernoud, des femmes exemplaires, et sous celle des historiennes et des historiens qui, consciemment ou non, s'inscrivent dans sa lignée, des femmes puissantes. Et cette puissance est d'abord celle de leur nom, qu'elles en aient hérité, comme Aliénor d'Aquitaine, ou qu'elles aient réussi à l'imposer, comme Hildegarde de Bingen. Je viens de citer les 2 noms qui pèsent le plus lourd, aujourd'hui encore, et qui laissent leur temps, disons le dernier tiers du XIIe siècle, d'une charge particulière. Celle d'avoir été, c'était du moins la thèse développée par Régine Pernoud, que le cinéaste Hubert Viel remettait donc en circulation, et ce, dans un contexte de réception qui était, je pense, prêt politiquement et historiographiquement à accueillir favorablement cette passion régressive pour un Moyen-Âge de rêve d'enfant, celle donc, je le répète, d'un paradis perdu de la condition féminine. C'était un paradis, car il se développait à l'ombre bienveillante de la cathédrale, mais c'était un paradis perdu dès lors que cette monarchie féodale fidèle à l'Église se laissait entraîner à partir du XIVe siècle par ces méchants rouages de la construction de l'État moderne, plus administratif, plus guerrier, plus masculin. Et même s'il partait quant à lui de toute autre prémisse, idéologique et littéraire, Georges Duby ne disait pas autre chose lorsqu'il écrivait en 1995 dans ses Dames du XIIe siècle « Je crois aussi pouvoir situer vers 1180 le moment où leur condition fut quelque peu rehaussée,
où les chevaliers et les prêtres s'accoutumèrent à débattre avec elle. Hildegarde de Bingen et Aliénor d'Aquitaine, donc. En 1174, la première écrivait à la seconde cet avertissement. « Ton esprit est comme un mur battu par l'orage. Où que tu regardes, tu ne trouves nul repos. » Et la mystique rhénane, tout à la fois savante et prédicatrice, qui dans son traité médical Cause et cure fait la typologie des comportements masculins et féminins, poursuit « Fuis cet état d'esprit et demeure stable avec Dieu et avec les hommes. » Car, pour Hildegarde, abbesse de Bingen, si la femme est froide, conformément aux conceptions aristotéliciennes de l'engendrement dont nous avons parlé, cela ne veut pas dire qu'elle n'est jamais sexuellement rassasiée ou sinon par la chaleur masculine, mais au contraire qu'elle est capable d'une force morale que les hommes n'ont pas. Voilà pourquoi Hildegarde écrit à Aliénor, mais écrit également une lettre au mari d'Aliénor, le roi Henri II d'Angleterre, lui demandant d'écarter la tentation de toute puissance que lui souffle à l'oreille, je cite, « le très noir oiseau porté par l'Aquilon », c'est-à-dire le vent du nord, sans doute le diable en personne, le diable lui-même, transformé en aigle dans la prophétie de Merlin. À ce moment-là, Aliénor est en résidence surveillée pour avoir fomenté une rébellion contre son mari, le roi d'Angleterre Henri II, avec lequel elle s'était remariée, vous le savez, en 1152, après l'annulation de son premier mariage avec Louis VII, roi de France. Celle qui fut donc tour à tour et successivement duchesse d'Aquitaine, comtesse de Poitiers, reine de France en 1137, elle avait alors 13 ans, duchesse de Normandie, comtesse d'Anjou, du Maine et de Touraine en 1152, et reine d'Angleterre 2 ans plus tard, cette alliance fondant l'Empire plantagenet, celle-là ne retrouvera donc sa capacité d'action qu'une fois veuve, en 1189, sous le règne de ses fils Richard Cœur de Lion et Jean Santerre. Les deux lettres d'Hildegarde de Bingen sont donc rédigées à un moment charnière de la vie politique d'Aliénor, si du moins elles ont bien été rédigées en 1174, car nous n'en conservons que quelques fragments. Mais je m'appuie ici sur la biographie toute récente d'Aliénor d'Aquitaine par Martin Aurel, grand spécialiste des structures familiales en Catalogne et en Provence, de la chevalerie lettrée, des troubadours, des structures de l'Empire plantagenet. Martin Aurel nous a quittés prématurément il y a moins d'un mois, et je veux lui rendre hommage ici. La force de sa biographie monumentale n'est pas seulement de synthèse, mais de recours direct et systématique aux sources primaires, ce qui en fait un instrument très sûr. De plus, elle se présente comme un essai sur le pouvoir au féminin. Aliénor, il est vrai, endosse tous les rôles féminins de son office, princesse, épouse, mère, bienfaitrice de fondations pieuses promouvant une nouvelle religion de la mémoire, mais aussi reine des troubadours, protectrice des lettres, organisatrice de la vie de cour. Mais elle fut aussi cette reine virile, on l'a vu, qui chevauchait, qui battait monnaie, qui se battait tout court, combattait, défendait des forteresses, même si les sources qui lui sont les plus hostiles ne l'assimilent pas pour autant à une virago brutale. Comme le moine cistercien Thomas de Froidemont appelle sa sœur Marguerite de Beverly, qui en 1187 défendait Jérusalem, encerclée par Saladin, portant un chaudron en guise de casque sur la tête. Son répertoire émotionnel à Aliénor combine également les rôles féminins et masculins. Elle pleure d'abondance, miséricordieuse devant les reliques ou craignant pour la santé de ses fils, mais elle sait aussi se mettre en colère et jouer de cette fameuse émotion souveraine qu'est l'ire royale. Pierre de Blois s'en plaint en 1195. Elle a proféré contre moi des paroles injurieuses et outrageantes, la comparant
à une furie antique ou à la déesse Hécate, ce qui lui permet au passage de faire étalage de sa culture latine, il ajoute qu'elle en oublie la modestie, le mot est verecundia, la modestie qui sied aux femmes. Cette confusion des genres fait d'Aliénor d'Aquitaine une femme sans vergogne, verecundia, c'est-à-dire une femme qui a l'outrecuidance d'oublier la honte d'être une femme. Est-ce cette confusion des genres qui fait cette mauvaise réputation que Martin Aurèle analyse dans son très beau dernier chapitre? Oui, sans doute, même si c'est d'abord sa sexualité qui est la cible de toutes les rumeurs et de toutes les attaques. Elle est d'abord attaquée dans son corps de femme. Tout part de l'échec de la croisade de 1147-1148. Comme souvent en pareil cas, si l'infortune militaire n'est pas imputée à l'avarice des pèlerins, des souverains, des Vénitiens qui les convoient, elle l'est à la débauche. Quand même toujours comme ça dans le récit de croisade. Aliénor a accompagné son époux Louis VII en Terre Sainte et après plusieurs revers militaires, un différend éclate entre eux à Antioche en mars-avril 1148. C'est un différend politique qui très probablement porte sur la conduite de la guerre. Louis VII veut poursuivre vers Jérusalem avec son armée, tandis qu'Aliénor veut mettre ses vassaux au service de son oncle Raymond de Poitiers, qui réclame son aide. Cette querelle précipite la rupture entre les deux époux, dont le mariage consanguin, mais quel mariage ne l'était pas à ce moment-là. Ça permet effectivement de se donner, je dirais, une soupape de sécurité, et donc, puisque tous les mariages sont consanguins, presque tous sont susceptibles d'être annulés, donc ça permet d'une certaine manière de réorganiser les alliances, dont le mariage donc finira par être annulé par le concile de Beaugency en 1152. Mais si bien que lorsque Aliénor affirmera, selon le mot rapporté par le chanoine et historien Guillaume de Newburgh, « J'ai épousé un moine et non pas un roi », elle évoquait moins son manque de performance conjugale que de vertu militaire. C'est celui qui n'a pas voulu aller aider son jeune oncle. Sauf que c'est en termes sexuels que l'affaire est immédiatement recodée. Aliénor est celle qui commit la faute dont on parle jusqu'en Poitou, croient savoir les jongleurs Cercamone et Marcabru, et dès les années 1220, la chose est entendue, à Antioche, Aliénor d'Aquitaine a couché avec son jeune oncle Raymond de Poitiers. Elle est frivole, elle est adultère, elle s'est comportée, écrit le cistercien Élinon de Froidemont, comme une prostituée, davantage que comme une reine. Pour les Capétiens, point de doute, celle à cause de qui ils ont perdu l'Aquitaine est Mélusine, c'est-à-dire une diablesse et une empoisonneuse. À la fin du XVe siècle, la débauche d'Antioche devient le symbole de ces voluptés d'Orient qui embrument les esprits. Et Bernard de Girard, historiographe officiel du roi Henri III au XVIe siècle, dépeint Aliénor comme une de ces filles à soldats, toutes accoutumées à hanter gens de guerre. Et au XVIIe siècle, Scipion Duplex pousse son avantage, et voilà Aliénor qui, carrément, se donne à Saladin. Mais tout cela, évidemment, va dans le même sens, c'est-à-dire une orientalisation de la lubricité, ce qui permet d'intégrer Aliénor d'Aquitaine dans la noire lignée des reines étrangères dont les excès sexuels, les complots politiques, les sortilèges magiques ont littéralement empoisonné la royauté française. Isabeau de Bavière, bien sûr, au XVe siècle, allemande, Catherine de Médicis, italienne, au XVIe siècle, et Marie-Antoinette, l'Autrichienne, à laquelle Aliénor est systématiquement comparée dans les innombrables pamphlets révolutionnaires contre cette reine scélérate. Ainsi lit-on dans la seconde édition
les crimes des reines de France depuis le commencement de la monarchie jusqu'à Marie-Antoinette, de Louis-Charles de la Vicomterie, deuxième édition, 1793. Ainsi lit-on donc, « Vive et légère, fière et ambitieuse, elle crut ne s'être mariée que pour gouverner et jouir de tous les plaisirs. » Gouverner et jouir. L'expression vaut d'être relevée car elle nous en a un double reproche, une dénonciation générale du sexe du pouvoir qui, ici, a seulement la mauvaise grâce d'être féminin. Se marier quand on est souverain pour gouverner, oui, pour jouir, peut-être, oui. Ne croyez pas que nous en avons terminé avec cet imaginaire. En 2002, Jacques Le Goff disait d'Aliénor d'Aquitaine, dans un entretien accordé à l'Express, c'était une vraie garce, uniquement préoccupée par le pouvoir et le sexe. Mais oui, enfin, le pouvoir et le sexe, oui, enfin, what else? Enfin, Saint-Louis était intéressé par autre chose. Retenons en tout cas que toute l'historiographie républicaine du XIXe et du XXe siècle hérite de ces préjugés indissociablement nationalistes et antiféministes, selon un nouage qui m'intéresse aujourd'hui et qui se teinte, par exemple chez Ernest Lavis, d'une pointe de mépris anti-méridional. Aliénor était, je cite, « habituée à la vie facile des cours du Midi, amie de la poésie et des poètes, légère et sensuelle, comme tant d'autres dames divinisées par les troubadours. » Nous revoici donc, au fond, en compagnie d'une dame du XIIe siècle. Nous en revenons à Georges Duby, une domina qui impressionne, qui fascine, mais qui n'est rien d'autre que l'ombre littéraire de la peur qu'elle inspire chez les hommes. Et peu importe qu'on nomme haine ou désir cette crainte face à la souveraine femme. La souveraine femme, tel est le sous-titre du livre de Martin Aurèle, qui propose l'archéologie d'un charisme davantage que l'analyse d'une gouvernementalité. Celle-ci, sans doute, ressort de modèles anciens, sans remonter au temps des reines mérovingiennes qui savaient, elles aussi, se montrer viriles et sans vergogne, comme on le lit d'abondance chez Grégoire de Tours au VIe siècle. C'est plutôt le précédent ottonien qui devrait ici être convoqué. Je pense en particulier aux travaux récents de Simon MacLean, mais aussi à ceux de Justine Audebrand sur les Dominae Imperiales qu'ont été, au Xe siècle, Adélaïde, seconde épouse d'Othon Ier, Théophano, épouse byzantine d'Othon II, ainsi que sa fille Sophie de Gandersheim, mais aussi Mathilde, fille d'Othon Ier et d'Adélaïde, qui devient abbesse de Quedlinburg, toutes quatre gouvernant en tant que Dominae Imperiales à partir de 983, lorsque Othon III accède au trône à l'âge de 3 ans. Mais nous sommes là, on le comprend bien, dans un cadre impérial. Et l'impérialité désigne moins ici la stabilité d'un régime institutionnel que la potentialité d'un devenir politique de la royauté. Cette impérialité seconde qu'a théorisé Annick Kusto-Peters dans son important programme de recherche impérialitaire dont j'ai eu l'occasion de parler ici à plusieurs reprises. Mais je m'appuierai ici brièvement sur les travaux en cours de Fanny Madeline, dont elle m'a autorisé à dire quelques mots, ce dont je la remercie très vivement, tout en disant d'ailleurs combien sa longue fréquentation d'Aliénor d'Aquitaine, dont nous parlons ensemble depuis longtemps, a également inspiré les quelques propos précédents. L'histoire commence en 1002, lorsqu'une jeune princesse normande, Emma, arrive en Angleterre pour épouser le roi anglo-saxon Ethelred II. À sa mort, en 1016, à la mort d'Ethelred, le roi danois Knut devient roi d'Angleterre et épouse la veuve, Emma, de son adversaire. C'est donc elle, Emma, qui assure la continuité dynastique des rois en Angleterre. Et un texte, Encomium Emmae Reginae, l'éloge de la reine Emma, qu'elle commanda elle-même à un clerc flamand, raconte
ses péripéties. Il le raconte, ce texte, dans une langue poétique qui démarque l'Énéide de Virgile, poème, vous le savez, d'une identité romaine fondée, c'est important, non sur l'origine, mais sur l'altérité. Or, comme le remarque Fanny Madeline, la notion d'imperium est omniprésente dans ce texte, et même son dernier mot, ce texte qui fait l'éloge d'une reine, Emma, comme consors imperii. L'idée impériale qui est ici défendue est davantage augustéenne que césarienne, au sens où elle est moins de conquête que de réconciliation. Voilà pourquoi cet éloge d'une reine est aussi un éloge de l'Empire, en tant que la reine, porteuse de son rôle traditionnel de médiatrice, défend un projet de pacification et de civilisation. C'est-à-dire que l'idée d'empire, c'est une hypothèse de Fanny Madeline, viendrait par les femmes. En tout cas, Emma, comme plus tard Aliénor d'Aquitaine, est une reine qui ne se laisse pas assigner par des identités territoriales. Précisément parce que Emma et Aliénor sont des femmes soumises à la fois aux exigences exogamiques de l'Église et à la circulation anthropologique des alliances. Donc elles sont porteuses, parce qu'elles sont femmes, d'un élargissement des horizons politiques qui déterritorialise la royauté, c'est-à-dire qui l'impérialise. Emma est une princesse normande, épouse d'un roi anglais, puis d'un roi danois. Aliénor est une princesse aquitaine, épouse d'un roi français, puis d'un roi anglais. L'une et l'autre sont en somme des étrangères créatrices d'empire. L'une et l'autre sont comme aînées. Cet exilé qui fait du roman de fondation de Rome, l'Énéide, le contraire d'un poème national, puisque, comme le rappelle Florence Dupont, ce qu'apporte la figure d'Énée le Troyen n'est pas une altérité ethnique, mais une altérité formelle. Ce qui importe n'est pas qu'il soit grec ou troyen, mais qu'il ne soit jamais arrivé à Rome. On peut dès lors comprendre, par contraste, ce qui définit et délimite, dans un cadre monarchique national, le queenship, pour reprendre le concept développé par Pauline Stafford pour le haut Moyen-Âge. Le queenship, c'est le statut, c'est le rang et c'est l'honneur de la reine en tant que consors regni. Dans une lettre que le roi Hugues Capet adresse en 988 à l'impératrice Théophano, justement, veuve de l'empereur Othon II et donc régente du royaume au nom, comme on l'a vu, de son jeune fils. Dans cette lettre, Hugues Capet lui annonce, c'est dans la correspondance de Gerbert d'Aurillac, la venue, je cite, de la reine Adélaïde, son épouse, co-détentrice d'une royauté à laquelle nous l'avons associée. Adélaïde d'Aquitaine est donc bien ici désignée comme associée au trône et peut représenter le roi en son absence, soit à l'extérieur, en tant que médiatrice de paix, et il s'agit bien ici de renforcer un pacte d'amitié, soit à l'intérieur, en adoptant un pouvoir délégué, et notamment en devenant régente d'un fils mineur. Épouse, consort ou régente, on voit bien que le queenship fait jouer les rôles féminins traditionnels de mère, d'épouse et de pacificatrice. On peut poursuivre d'ailleurs cette histoire jusqu'au XVIIe siècle et l'avènement de la majesté absolutiste, comme le proposent les travaux classiques de Fanny Cossandet, sur la figure de la reine de France. Je cite, « Souveraine, elle fait figure d'épouse, épouse, elle paraît sujette. » Le paradoxe n'est qu'apparent, parce que si la reine est à la fois souveraine et sujette, alors c'est vrai que ça devient la meilleure candidate, parce que la moins dangereuse, pour devenir régente en cas de nécessité dynastique. Mais il s'agit ici d'une histoire, je dirais, symbolique de la dignité, et non d'une histoire politique de la gouvernementalité. Or, davantage que le queenship, m'intéresse la question de l'empowerment des femmes régnantes, c'est-à-dire leur capacité d'agir en manipulant réellement, non seulement les signes, mais les instruments
de l'exercice du pouvoir. Il est d'ailleurs un moyen assez simple d'en mesurer l'effectivité, c'est d'évaluer l'activité diplomatique des reines, c'est-à-dire de compter les actes souverains portant leur souscription. Et je m'appuie ici sur les travaux de Jean Dufour. L'apogée de l'activité diplomatique des reines, diplomatique au sens de la production documentaire, se trouve dans la seconde moitié du XIIe siècle, sous les règnes d'Adélaïde de Maurienne, première épouse de Louis VII, morte en 1155, et d'Adèle de Champagne, la troisième, après Aliénor. Adèle est morte en 1203. Le nom d'Adélaïde apparaît 45 fois dans les chartes royales, et c'est la seule souveraine dont l'année de règne est mentionnée dans les diplômes. Quant à Adèle, elle octroie 110 actes en son nom propre, à compter de 1163, mais le flot diplomatique enfle surtout après la mort de son mari Louis VII en 1180. Et vous noterez au passage que la chronologie suggérée par Georges Duby, le sommet en 1180, qu'il suggérait lui sur des bases littéraires, s'en trouve confortée. Avec le règne de Philippe Auguste, c'est-à-dire aussi avec le développement des cours souveraines et des organes de la monarchie administrative, s'amenuise ce pouvoir législatif. Les reines disposent bien d'un sceau diplomatique, comme l'ont montré les travaux de Brigitte Bedos-Rezac, mais les actes qu'elles scellent concernent soit des fondations religieuses, soit l'administration de leur dot. Lorsqu'elles actent avec leur royal époux, cela peut être aussi comme détentrices d'une part de la puissance publique, mais dans leur seigneurie ou leur principauté. Par exemple, comme l'a montré Muriel Gaud-Ferragut, la charte fameuse de Philippe le Bel, qui accorde en juin 1304 la disposition des biens immobiliers des Templiers dans le royaume de France, elle est complétée par Jeanne de Navarre, mais parce que Jeanne de Navarre étend ce privilège à ses propres comtés de Champagne et de Brie. Par ailleurs, j'opposais tout à l'heure dignité et gouvernementalité, signe et instrument du pouvoir, mais du pouvoir, il faut bien reconnaître que le sceau est à la fois le signe et l'instrument. Hors du royaume de France, Lucie Jardot a étudié dans un remarquable mémoire de master, et oui, M2, récompensé par le prix de l'association Mnémosyne pour le développement de l'histoire des femmes et du genre, elle a étudié le beau corpus de 62 types de sceaux, donnant 750 empreintes de cire, appendues à 403 actes de 21 comtesses de Flandre et de Hainaut de 1244 à 1482. De cette étude, publiée aux presses universitaires de Rennes en 2020 sous le titre « Sceller et gouverner », il ne ressort pas seulement une analyse iconographique du discours sigillaire en termes de représentation, ainsi le magnifique grand sceau équestre de Marie de Bourgogne, qui revendique en 1477 l'effigie équestre de la reine qui porte son faucon, donc qui pratique la chasse au vol, mais elle donne à voir aussi des dispositions diplomatiques. Par exemple, la place des sceaux sur l'acte désigne, sinon un rapport de force, du moins un équilibre des pouvoirs. Alors, puisque je parle du prix Mnémosyne, sachez qu'il a récompensé cette année un autre master, celui dû à Garance Recoin sur les reines de Norvège, saisi à travers le témoignage des sagas. Et on y lit que, si ce n'est quelques spécificités, par exemple la figure de la mauvaise reine magicienne, qui, telle Snefrid dans la saga de Snorri Sturluson, ensorcelle par sa beauté son époux Harald à la belle chevelure, donc impose sa tyrannie à coups de filtre d'amour. Si ce n'est cette spécificité, donc, les reines de Norvège usent de tous les instruments du pouvoir au féminin, tels que l'historiographie actuelle les analyse lorsqu'il s'agit de mieux cerner l'agency politique de ces femmes au cœur d'hommes, pour reprendre le titre de la thèse que Marion Cheng-Le Gouy a consacrée aux duchesses de la seconde maison d'Anjou au XVe siècle. Ces moyens sont le recours au réseau, le recours aux ressources, le recours aux symboles. Les réseaux, ce sont à la fois les alliances féminines, évidemment, mais aussi les conseillers politiques qui forment ces équipes de pouvoir
qu'a fort bien étudié Michel Boubenitschek dans le cas de Yolande de Flandre, comtesse de Bar et dame de Cassel au XIVe siècle. Les ressources, c'est ce qui se trouve mobilisé pour garnir, par exemple, la très carnassière table princière de la fille du roi, Marguerite de France, comtesse de Flandre, d'Artois et de Bourgogne, analysée par Jean-Baptiste Santamaria. Les symboles, ce sont ceux que manipule Mao d'Artois, dont Christelle Balouza-Loubet a étudié le gouvernement et qui réorganise son hôtel pour théâtraliser ses déplacements. D'ailleurs, cette théâtralité du pouvoir accompagne, comme l'a montré Muriel Gaud-Ferragut dans ses travaux, et notamment dans sa synthèse publiée en 2014 sous le titre « La reine au Moyen-Âge », l'essor du culte marial à la fin du Moyen-Âge et le développement du thème iconographique du couronnement de la Vierge. Que la reine doive être à l'image de la Vierge Marie, c'est-à-dire chaste et féconde à la fois, est un héritage impérial. On le trouve déjà sous Charles le Chauve et sous les Ottoniens. La Vierge devient la protectrice des impératrices. Dans son traité du sacre, qu'il compose pour Charles V, le carme Jean Gollin assimile les reines célestes aux reines terrestres et les tableaux vivants des rituels politiques donnent à voir cette métaphore qui participe de la monumentalisation du couple princier que l'architecture funéraire rend ensuite tangible. Ainsi, le pouvoir cérémoniel de la reine participe-t-il de la liturgisation de l'office royal et partant de sa sursacralisation. Si bien que l'on peut se demander, mais c'est peut-être vrai également de nos monarchies républicaines, si le roi est toujours le roi dès lors qu'il n'est pas accompagné d'une reine tout à la fois vierge et mère. Quelle leçon générale tirer de tous ces travaux, et pardon d'en avoir cité tant, mais c'est aussi pour dire, disons, l'ampleur d'une veine historiographique, d'un engouement historiographique pour l'histoire du queenship, sur lequel on peut d'ailleurs s'interroger. Pourquoi faut-il, aujourd'hui, j'y reviens, avec tant d'insistance, montrer que des femmes puissantes ont su tirer leur épingle du jeu à l'époque médiévale? S'il ne s'agit que de compléter la galerie de portraits esquissés par Régine Pernoud en 1980, sans doute l'histoire du genre n'y trouvera pas son bénéfice. Car, faut-il le rappeler, c'est bien au rôle féminin et masculin dans le théâtre du sexe du pouvoir que l'on doit s'intéresser. Alors, puisqu'on parle de théâtre, et puisque l'on parle d'une reine vierge, transportons-nous en 1601. En 1601, Robert d'Evreux, Earl of Essex, préparait un coup d'État contre la reine Élisabeth Ier d'Angleterre, dont la virginité supposée, je le rappelle, façonnait non seulement le mythe politique, mais la sacralité séculière. Il donna à ces hommes, pour fortifier leur courage, une représentation du Richard II que Shakespeare avait écrit en 1595. Et notamment cette fameuse scène de la déposition du roi qui avait été censurée par toutes les éditions de l'œuvre jusqu'en 1608, ce qui fait qu'il est possible même que ce soit la première fois qu'on la joua en entier. Le complot fut déjoué, Richard d'Evreux décapité, et la reine Élisabeth Ier déclara alors « Je suis Richard II, ne le savez-vous pas ?» Tout est dit peut-être dans cette assimilation théâtrale entre une reine vierge et moderne et un roi déchu médiéval, c'est-à-dire déchu parce que démasculinisé. Rappelons que Richard II est devenu roi en 1377, à la mort de son grand-père Édouard III, alors qu'il était encore mineur, il n'avait que 10 ans, et que le début de son règne a été secoué par la grande révolte de 1381, qu'il l'a surmonté avec
notamment une affirmation de gouvernement fort, qu'il a repris les rênes en 1389. Il avait alors 22 ans, mais qu'il n'avait jamais oublié la période de troubles de ce qu'on appelle les lords appelants, et les années suivantes sont une période plus calme, mais à partir de 1397, l'agitation reprend, et Richard, contrairement à sa promesse, se venge des appelants au Parlement, dit de la revanche de l'été 1397. Et beaucoup de magnats, alors, hostiles à la politique de Richard, rallient Henri de Lancastre. C'est ce dernier qui débarque en Angleterre en juillet, qui réussit à battre et capturer Richard, emprisonné à la Tour de Londres, déposé le 30 septembre 1399. Henri de Lancastre lui succède en tant que Henri IV. C'est le début de la dynastie lancastrienne. La question, c'est de savoir comment on dépose un roi. Et comment on accède à cette ritualisation du renoncement au pouvoir dont Shakespeare a donné la scène inoubliable. Il est difficile de présenter la déposition de Richard II comme une volonté unanime de la société anglaise. En réalité, elle résulte d'un désaccord avec quelques grands personnages et a pour conséquence quand même de briser, de rompre une lignée royale. C'est pourquoi, durant tout le mois de septembre 1399, un comité d'experts, dans lequel se trouvait Adam de Usk, qui a transmis son témoignage dans la chronique qu'il a rédigée, étudie les différents motifs qui permettraient de justifier la déposition de ce roi dont on ne veut plus. Des rumeurs traînent sur sa naissance illégitime, mais cet argument dynastique est rejeté. On tente de faire valoir un droit de conquête, mais c'est quand même une idée dangereuse. On évoque ses insuffisances, sa tyrannie, mais Henri IV ne souhaite pas vraiment que ce précédent d'un roi installé par le Parlement ne l'handicape, lui, à son tour. De là, un immense travail idéologique qui consiste à délégitimer le roi, notamment en construisant une image de souverain efféminé, influençable, fragile, passionné par sa mise, son costume, entouré d'une cour dispendieuse. Chris Fletcher a repris ce dossier dans la perspective de l'histoire du genre et notamment de la masculinité. C'est effectivement cette masculinité, manhood, dont on a vu ensemble que ça désignait la masculinité et la maturité, que l'on retire à Richard II. Et avec la manhood, la capacité à gouverner. Parce que, effectivement, la masculinité est socialement construite, tout comme d'ailleurs la sagesse de l'âge. L'archevêque de Canterbury, Thomas Arundel, prononce à cette occasion un sermon extraordinaire où il oppose le puer, l'enfant qu'est Richard, au wir qu'est Henri. Or, ils ont exactement le même âge, 32 ans. Alors évidemment, Pierre Bourdieu l'a dit, la jeunesse n'est qu'un mot. Elle permet, au fond, de faire jouer les fameuses paroles de l'Ecclésiaste, « Malheur au royaume dont le prince est un enfant ». En fait, en dépouillant symboliquement Richard II de sa virilité et de sa maturité, on le rend proprement inapte à régner, et sa déposition devient légitime, et par construction inverse, on comprend aussi que ce royaume ne peut être que mal. L'Angleterre entre alors dans un cycle de violence politique. Jean-Philippe Genet a contrasté d'ailleurs deux stratégies d'alliance royale. Évidemment, il n'y a pas trop le choix avec le sang royal. Soit, c'est le cas en Espagne, on resserre les lignages royaux par des alliances croisées, redoublées, on se marie entre eux, entre familles régnantes, Castille et Aragon. La haute noblesse, alors, n'a plus jamais accès à l'alliance royale, le sang se raréfie, ce qui pose des problèmes biologiques de consanguinité, soit, à l'inverse de cette stratégie du sang rare, on partage le sang. Le sang anglais est partagé, alors les couples royaux sont fertiles, ils disséminent leurs enfants dans la noblesse, ils créent des familles semi-royales, les Beaufort, les Tudor, et au fond, la solution espagnole, elle maximise le risque dynastique, et la solution anglaise, le risque politique. En fait, on a le choix entre être débile ou assassiné. D'où le nombre élevé de morts violentes en Angleterre. Il y a une solution qui est pas mal
c'est la solution ottomane, hein, qui consiste à tuer systématiquement les frères lorsqu'on accède au pouvoir. Elle est fascinante pour l'Occident, on l'a vu ensemble avec la structure du sérail, mais elle n'est pas pratiquée. Et en France? En France, il y a une spécificité du sang royal. La monarchie française, vous savez, elle ne connut véritablement qu'une seule crise dynastique véritable, mais qui eut des conséquences déterminantes. C'est l'affaire bien connue de l'adultère des brus du roi Philippe le Bel à la fin de son règne en 1314. Marguerite de Bourgogne, femme du futur Louis X, Blanche d'Artois, femme du futur Charles IV, et sa sœur Jeanne d'Artois, femme du futur Philippe V, sont convaincus d'adultère. Jeanne est reconnue innocente, Marguerite et Blanche emprisonnées, leurs amants supposés, écorchés, châtrés, décapités. Louis X se remarie avec Clémence de Hongrie, mais meurt en 1316, ne laissant pour la première fois depuis l'avènement des Capétiens qu'une fille, Jeanne, qui est alors déshéritée au profit de son oncle Philippe. À sa mort, en 1322, lui succède Charles IV, qui succombe en 1328. Il n'a qu'une fille en bas âge. Par ailleurs, sa sœur est mariée au roi d'Angleterre. C'est une assemblée de barons qui désigne un cousin du roi défunt Philippe de Valois, fils de Charles de Valois, lui-même frère de Philippe le Bel, comme régent, en attendant de la naissance du second enfant de la reine Jeanne d'Évreux. On attend de savoir quel est son sexe. C'est une fille. Philippe de Valois devient donc roi. Cela suppose donc, pour la seconde fois, d'écarter les filles de la succession. L'enjeu est important parce que le roi d'Angleterre, Édouard III, est aussi le plus proche héritier mâle, vous le savez, par sa mère. Donc on règle une question dynastique, mais on ouvre du même coup un conflit féodal à l'origine de la grande confrontation franco-anglaise. L'important, c'est de considérer que cette résolution de la crise dynastique n'est possible que parce que la famille capétienne développe depuis longtemps une mystique du sang royal qui lui est spécifique, comme l'a montré Andrew Lewis dans son livre de 1986, qui passe par le rejet du droit successoral général en faveur d'une règle de succession particulière et valable uniquement pour la royauté. Ça renforce l'idée que la famille capétienne n'est pas une famille comme les autres, que le principe héréditaire très tôt acquis a une spécificité. L'aîné hérite de la couronne et du patrimoine et les cadets des biens de la mère. Reste qu'une crise dynastique comme celle des années 1316-1328 pose les bases de cette succession masculine qui fait la spécificité de la monarchie française. Celle-ci reposera donc désormais sur deux principes. Le premier, qui résulte du choix, le premier de 1316, d'écarter Jeanne de la succession, les filles ne succèdent pas. Le second principe découle du coup de force de 1328, non seulement elles ne succèdent pas, mais elles ne peuvent même pas transmettre le droit à la couronne. Et tout cela, évidemment, pour empêcher qu'elles ne franchissent la Manche. Donc, reste ensuite à fonder ce droit dans l'histoire. Car pour imposer un droit nouveau, il faut le prétendre très ancien. Ou donc aller trouver le passé utile susceptible de le légitimer. En 1358, Richard Lescaut, moine de Saint-Denis, rédige pour le compte de Jean II une généalogie des rois de France, à l'appui de laquelle il verse un texte qu'il a trouvé dans la très riche bibliothèque de son abbaye, Saint-Denis, le Code de loi des Francs saliens, rédigé entre le IVe et le VIe siècle, qui précise, dans son 6e article du titre 62d Alodis, quant à la terre salique, qu'aucune partie de l'héritage ne revienne à une femme, mais que tout l'héritage de la terre passe au sexe masculin. Sed ad virilem sexum tota terrae hereditas perveniat. Commence alors une extraordinaire histoire érudite qu'a décrypté Ralph Guizet dans Le rôle méconnu de la loi salique, la succession royale, paru en 2007. Une des étapes décisives est le subterfuge humaniste de Jean de Montreuil en 1409
qui n'était pas vraiment un ami des femmes, hein, c'était même l'adversaire farouche de Christine de Pisan dans la querelle du roman de la Rose, qui, petit coup de bonneto, substitue au mot terra, initial, les femmes sont exclues de la terra, mais la terre salique, on n'a jamais su ce que c'était, au regnum. Terra est féminin, regnum masculin, affirmant qu'il s'agit d'une coutume et ordonnance faite et constituée avant qu'il y eut roi chrétien en France. Désormais, en France, le royaume a un sexe. Et ce sexe est viril. Et de Jean Juvenal des Ursins à Noël Fribois, la fine fleur des humanistes français contribuèrent à cette invention de la loi salique comme constitution originelle de la monarchie française qui se révèle universelle au fur et à mesure qu'elle devenait masculine. Le sommet est peut-être atteint ici même, je veux dire au collège des lecteurs royaux, où Guillaume Postel reçut en 1539 la 3e chaire de mathématiques et de langue orientale, et c'est fort de cette science du calcul et de l'Antiquité qu'il publie son traité « La loi salique », livret de la première humaine vérité, qui affirmait cache en 1552 que la loi salique était la première institution humaine depuis le déluge. Le mâle royaume n'allait pas sans une certaine emphase. L'histoire de la loi salique, évidemment, ne s'arrête pas au XVIe siècle. Dans son traité des droits de la monarchie, François de Fermineau affirme en 1636 qu'elle attache la couronne de France avec des clous de diamant, rendant impuissants les souverains étrangers qui voudraient s'emparer de ce trésor inviolable. Dans l'aristocratie également, comme le montre Sylvie Steinberg en étudiant la question complexe du critère du sexe dans l'ordre de la succession féodale, et à travers la rédaction des traités de fief écrits entre le XVIe et le XVIIe siècle, mais aussi de la jurisprudence, la préférence masculine tend à s'imposer sans toutefois devenir exclusif. Il en résulte une nouvelle conception de l'ordre de la noblesse et de la notion de service plus fermée. Or, l'hypothèse est que cette fermeture est liée à une conception nouvelle du genre lui-même, définie non plus en référence à la place, au rôle que chacun ou chacune occupe dans la lignée de la fratrie, mais à une identité immuable, définie pour sa part, naturalisée, comme une qualité inhérente à la personne, de même que l'est la noblesse elle-même. La noblesse, comme la masculinité, devient transmissible en suivant une ligne imaginaire de descendance que les auteurs appellent une race, une lignée ou une tige paternelle. Ainsi, lorsque le duc de Rohan demande à Louis XIII une dispense pour la continuation de sa duché-pairie en faveur de sa fille Marguerite, l'avocat au Parlement commente « On ne peut douter que le duc de Rohan n'ait conçu du déplaisir de voir défaillir en sa personne cette généreuse tige à laquelle tant de force et de gloire promettait l'immortalité. » On pourrait, comme le propose Éliane Viennot, poursuivre cette histoire jusqu'à l'adoption de la première constitution de septembre 1791, affirmant encore « La royauté est indivisible et déléguée héréditairement à la race régnante de mâle en mâle par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. » On pourrait surtout se demander quel héritage laisse cette généreuse tige dans les pratiques et les imaginaires politiques de la France d'aujourd'hui, si fière de sa spécificité, mais il y a là aussi une spécificité. On pourrait se demander comment, si nous, domination masculine, aspiration à l'universel et clôture nationaliste, car une chose est certaine, le sexe du pouvoir s'impose aussi aux institutions, et si le royaume est mâle au Moyen-Âge, c'est peut-être aussi parce que l'État national qui s'y forme se fonde sur une passion politique, l'exclusion des femmes. Merci, à la semaine prochaine.